vers lequel les révolutionnaires se sont dirigés. Pour les voir, il faut se dresser contre une historiographie moderniste et implicitement machiste qui, sans surprise, les méprise. En vérité, je me suis trop avancé quant à une lecture psychanalytique de la situation historique qui insisterait sur un conflit des sentiments, à moins que cela passe par l'analyse de l'attitude des hommes envers des comportements qualifiés de féminins, entre attirance et mépris, qui vont m'intéresser. Alors, vous avez une première image. La figure emblématique de cette ambivalence à laquelle je pensais serait le personnage de Valmont dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, paru en 1782, où le libertin est étonné, lors de la comédie qu'il joue devant l'espion de Madame de Tourvel, du plaisir qu'on éprouve à faire le bien. Il s'étonne après sa victoire de ce que le charme né en lui du trouble qu'il a fait naître en Madame de Tourvel subsiste. Il s'inquiète d'être, je cite, maîtrisé comme un écolier par un sentiment involontaire et inconnu. Et je vous montre une illustration d'une édition un peu plus tardive, d'après Évariste Fragonard. Donc le cynisme de la bienfaisance. Des images de charité et de bienfaisance, je renvoie à un article d'Emma Parker, From Charity to Bienfaisance, Picturing Good Deeds in Late 18th Century France, qui est sur JSTOR, un article de 2010, beaucoup d'autres études. Et je vous montre 3 exemples de cela parmi les plus étudiés, on va dire, français puis aussi anglais. À propos du sentiment, petite remarque préalable, est-il possible de s'extraire du conditionnement que nous subissons, nous incitant à le juger négativement, à travers la condamnation de ce qui serait son avatar, le sentimentalisme? Pour témoigner de la présence de ce préjugé, pour ainsi dire naturalisé dans notre société policée, je donnerai 2 exemples rencontrés au hasard de lectures récentes de pages culturelles des journaux. Dans Le Monde daté du 29-30 décembre dernier, dans un compte-rendu du film Billy Elliot au sujet d'un garçon de milieu ouvrier qui se découvre une passion pour le ballet, film sorti en 2000, on peut lire cette réserve au milieu des louanges. Je cite: « Toutefois, l'insertion d'éléments mélodramatiques comme la mort récente de la mère de Billy fait basculer le film du côté du sentimentalisme. » Fin de citation. Clairement, il s'agit d'un regret, sinon d'un reproche. Second exemple, dans le journal Libération du 31 janvier, à propos d'un opéra créé à Madrid, Brokeback Mountain, une histoire d'amour entre 2 cow-boys qui, dans leur entourage, suscitent une violence mortelle, histoire que le réalisateur Ang Lee avait naguère portée à l'écran. L'auteur de l'article écrit que le compositeur, Charles Rorinen, je cite, revendique d'avoir évacué tout sentimentalisme de son opéra alors qu'il en est inondé. L'interminable monologue final d'Ennis déclarant sa flamme à Jack qui n'est plus là pour l'entendre, non seulement n'émeut pas, mais sombre dans le kitsch le plus risible et grossier. On est pour le coup aux antipodes stylistiques du mélo subtil et économe d'Ang Lee. Il y aurait à croire ces 2 critiques un sentimentalisme modéré, artistiquement et socialement correct, à distinguer d'un manque de retenue qui sonne faux, donc ne convainc pas et mérite le mépris. Dans les 2 exemples, j'observe que ce préjugé s'exprime à propos de comportements transgressifs du point de vue sociétal, que sont quelque chose qui a sauté. Le fils d'ouvrier s'adonne à un art bourgeois et en plus, en principe, réservé au sexe féminin. Le critique du Monde juge tout cela suffisant comme épreuve pour le garçon et qu'il était de mauvais goût de lui rajouter des souffrances, la perte de sa mère. Selon le critique musical de Libération, les 2 cow-boys ont bien le droit de s'aimer, mais non de nous ennuyer avec leur malheur, ou que celui dont l'amant a été tué se prenne pour Isolde. Bien sûr, il y a des enjeux artistiques
et esthétique. Le compositeur Charles Gournel, que je ne connais pas, n'est peut-être pas un nouveau Richard Wagner. Mais mon hypothèse est que ces transgressions plutôt piquantes dans l'ordre des rôles sociétaux produisent une sorte de gêne ou voire de panique chez certains et provoquent une exigence normative, l'appel au bon goût, à la pondération, qui ne s'exprime pas lorsque le modèle social n'est en rien menacé. Cette rigidité sournoise des milieux culturels français qui se prétendent pourtant modernes n'est cependant pas mon sujet ce matin. Mon sujet est l'illusion sentimentale des élites culturelles à la fin de l'Ancien Régime, que je qualifierais de fantasme, car comme le disait le chanteur et militant Pete Seeger, tout récemment disparu, découvrant la misère lors d'un voyage en 1938 à travers les États-Unis, les tragédies bien réelles ne sont jamais sentimentales. Il s'agit de comprendre comment, à la fin du XVIIIe siècle, ce que les contemporains désignaient volontiers comme l'énergie du sentiment, et là je renvoie au beau livre de sa thèse de Michel Delon sur l'idée d'énergie, à cette époque-là, chargé de toutes sortes de promesses, comme l'avait pressenti Rousseau, comment le sentiment s'inscrivait dans l'ordre social construit sur le privilège aristocratique. On a pu le constater avec les scènes de charité et de bienfaisance. Commençons par l'analogie qui est frappante entre les mises en garde contre les excès du sentiment et la censure du sentimentalisme aujourd'hui. Louis-Sébastien Mercier, grand admirateur et défenseur de Rousseau, auteur du Tableau de Paris paru en 1781 et de très nombreuses pièces de théâtre. Le commentaire dans le journal helvétique de septembre 1782 de l'une de ses pièces, L'habitant de la Guadeloupe, tiré d'un roman anglais, a l'intérêt d'utiliser pour la première fois, d'après les étymologues, le mot de sensiblerie. Je vous indique rapidement l'histoire. Vous avez Van Glen, ce cousin germain de M. d'Ortigny et de Madame Milleville, qui est parti à la Guadeloupe, qui a fait fortune et qui revient pour renouer avec sa famille. Il se déguise en pauvre et il va voir le financier et sa femme pour voir comment il sera accueilli, et il est accueilli comme un vaurien. Le financier n'a rien à envier à toutes les caricatures cyniques des financiers et des traders aujourd'hui. Et il va voir Madame Milleville, qui est elle-même dans la misère et qui partage le peu qu'elle a. Et du coup, Van Glen donne sa fortune à Madame Milleville. Et les d'Ortigny essayent de se raccommoder, comme on disait à l'époque. Alors, on notera que l'intrigue est articulée autour de la question de la pitié et de la charité. Voici ce qu'on peut lire dans le journal helvétique, je cite. C'est le critique. Ce que je critiquerai le plus vivement, ce sont quelques mots épars qui m'ont paru infectés de ce sentiment maniéré en italique, si fort à la mode aujourd'hui et si insupportable. Van Glen, par exemple, dit en signant le contrat par lequel il donne tous ses biens à cette veuve, sa cousine, notre hôtel n'en sera plus qu'un. Madame Milleville, dans le texte, avec sentiment, ainsi que nos cœurs. C'est le critique qui écrit, cette excellente femme répond ailleurs sur un ton à peu près semblable à une suivante amie qui lui dit « Votre belle-sœur vous traite avec un mépris qui me met contre elle la haine dans le cœur. » Madame Milleville répond « Point de haine, ma chère Brigitte, c'est un sentiment trop pénible à l'âme qui le nourrit. » Et le critique conclut, parce que les d'Ortigny méprisaient Madame Milleville, parce qu'elle est pauvre. Le critique conclut, ces choses-là sont assurément fort édifiantes, mais je ne puis les souffrir. J'ai pour elles la même aversion
que quelques personnes délicates ont pour certaines odeurs fades qui leur font défaillir le cœur. Ah, s'il renaissait un Molière, combien les précieuses ridicules du XVIIIe siècle seraient bonnes à mettre sur la scène avec toute leur morale, leur indulgente, leur tolérante, leur bienfaisante morale et leur sensiblerie. Plus tard, en 1801, dans sa néologie, ou vocabulaire des mots nouveaux, Mercier prend à son compte cette exaspération. S'il vante l'énergie du sentiment qui permet aux langues que les idéologues désignent comme barbares d'aller au-devant des vérités, en refusant toute métaphysique, il dénonce l'excès de sensibilité. Je cite, « La sensiblerie est le partage d'une multitude de petits êtres infimes, fiévreux de sentiments, et sont les comédiens éternels de la vraie sensibilité. » Il déplore que la fausse sensibilité soit alors que trop à la mode. En cette fin d'Ancien Régime, cette prédilection à dépasser la mesure en matière d'expression de ces sentiments, vécue comme un signe de modernité, de libération par rapport aux conventions et donc d'affirmation de soi, est prise en charge par un procédé de sublimation qui la légitime. Cette sublimation est artistique, esthétique. Le sentiment est héroïsé par des références antiques. En même temps, et en relation avec cela, cette sublimation est sociale. La prédilection à exposer ces sentiments est alors prêtée à des figures de l'élite. Comme le souligne avec une parfaite condescendance l'auteur d'un compte-rendu du Salon de 1785, je cite, « La classe inférieure du peuple, accoutumée à régler ses goûts sur ceux d'un maître, attend que le suffrage d'un homme de marque vienne déterminer le sien. » Bon, je vous montre un développement qui aboutit en quelque sorte à cette sublimation que propose David, la sublimation de la veuve éplorée, de la veuve inconsolable, du sentiment de la veuve éplorée, la douleur d'Andromaque qu'il présente pour sa réception à l'Académie en 1783, et vous pouvez voir par cette progression cette façon de, on va dire, d'élever la question, d'élever le débat. En 1784, et comme je l'ai dit, l'expression des sentiments est aussi légitimée par une sublimation sociale, et je vais vous en donner un exemple. En 1784, l'almanach littéraire, également connu sous le nom des Étrennes d'Apollon, rapporta à ses lecteurs un incident curieux observé lors du salon de peinture et de sculpture l'année précédente, donc devant le tableau de David. Je cite, « Une jeune princesse qui réunit aux grâces les plus séduisantes les charmes de l'esprit et un goût éclairé pour les beaux-arts, étant au salon, s'arrêta devant le tableau de M. David, représentant Andromaque, qui exprime ses regrets à le d'Hector. La voyant fort attentive à le considérer, sa dame d'honneur lui demanda si ce tableau lui paraissait digne de son suffrage. La princesse fut quelque temps sans parler, et se retournant ensuite, les yeux baignés de larmes, « Comment voulez-vous, dit-elle, que je puisse répondre ?» Alors, je montre ces deux images pour évoquer la question, je dirais, de l'efficacité dans la représentation du sentiment, en opposant Greuze et un artiste, on va dire, pas tout à fait de la génération d'après, mais qui a étudié après Greuze et qui transforme, qui reprend à son compte, on va dire, le genre sentimental de Greuze, à propos duquel Diderot écrit dans son salon 1765, « Voici notre peintre et le mien, le premier qui se soit avisé parmi nous de donner des mœurs à l'art. » Cet aspect moral apparaît être une conséquence de la naïveté et du respect de la nature. Le commentaire de Diderot sur la piété filiale le révèle, chef-d'œuvre d'expression et de naturel qui donne un corps à la vertu, ou encore Greuze peint l'âme et le sentiment et exprime la nature
et plus aimable encore, il sait peindre la vertu. Alors je voudrais juste prendre deux textes pour souligner, là ce sont des textes des Mémoires secrets de 1777, et les critiques de Salon des Mémoires secrets ont été réédités par Bernadette Faure assez commodément. Et je voudrais simplement souligner ce passage où Greuze critique la démarche de son élève, qui rate en quelque sorte le sens de ce nouveau genre sentimental, de n'avoir pas creusé et terminé son action comme lui pour en tirer une idée agréable et philosophique. Et autre remarque, toujours cette distinction entre Greuze et Villefils, une action qui devient triviale, qui ne sort point des bornes ordinaires d'une scène bourgeoise, qui touche le cœur sans laisser à réfléchir. Donc le besoin d'aller au-delà de l'émotion pour arriver à la réflexion et la philosophie. Et c'est là où on trouve le sentimentalisme par rapport au sentiment. Ce grand maître reproche à son concurrent d'avoir trop exténué son vieillard, d'en avoir trop fait. On voit, j'avance, je voudrais passer à cette opposition qui est rabâchée dans toutes les études sur David, l'opposition entre l'action des hommes, la sensibilité des femmes. Je vais partir de là sur une petite séquence. J'indique quand même qu'il y a un tableau assez peu connu, parce que dans une collection privée, de David, sa représentation d'une vestale, et c'est un tableau donc, qui, bien qu'il soit dans un accoutrement à l'antique, qui se rapproche on va dire, des expériences modernes, dans la mesure où cette vestale qui sent son cœur battre est en train de lire un texte amoureux, enfin un texte qui se rapporte à l'amour et qui est comme cela envahi par ce sentiment qu'elle ne doit pas avoir en tant que vestale. Donc David, qui dans ces années 80, ça a été assez bien analysé, essaye en quelque sorte de se mesurer à tous les champs possibles des genres picturaux, des catégories de l'expression. Il prend le pouvoir en quelque sorte dans les années 80. Il se fait reconnaître comme le peintre le plus important, non seulement par ses contemporains, mais aussi par les visiteurs européens. Et ma remarque porte sur, on va dire, une hystérisation croissante de cette opposition entre les sentiments masculins et les sentiments féminins. Hystérisation, je dirais, on passe de la dévotion à la patrie et de ces, vous savez, Camille, sur laquelle je reviendrai, la femme en blanc, vient de perdre elle sait qu'elle va perdre soit un de ses frères ou ses frères, soit elle va perdre son mari, parce qu'elle est dans le double bind là. Donc elle est bien triste, mais en 89, tout cela s'hystérise. Brutus, non seulement il ne sacrifie pas sa vie, il sacrifie ses deux fils à la patrie. La famille part en éclats, enfin, vous allez voir, ça tourne à la folie et au cauchemar, ce qui est implicite dans le groupe des femmes ici. Donc il y a En fait, j'ai fait un article sur le Brutus, le rapprochant du registre du roman noir, si vous voulez. Donc très rapidement, il y a comme une machine qui s'emballe et qui se détache finalement de la réalité pour devenir romanesque. Et on voit bien que la figure de Camille est inscrite cadrée en quelque sorte par la figure de Maria, qui est cette figure que Yorick rencontre au bord de la route, une veuve éplorée qui est devenue folle, qui est là avec son petit chien, qui est
Et donc l'image diffusée par l'estampe, dans un moment que l'estampe est en plus l'estampe en pointillé, s'adresse précisément à un public féminin. Et puis un peu plus tard, on voit la figure de Camille qui inspire une femme peintre qui est assez proche de David, avec cette figure de la mélancolie. Et ce que je voudrais développer là pour la dernière ligne droite en quelque sorte, c'est l'opposition entre Brutus et ce sujet, le jeune Pyrrhus à la cour de Glossias. Je n'ai pas le tableau parce qu'il n'est pas facilement... s'il est reproduit dans une grosse monographie sur Vincent qui vient de paraître. Donc je montre un dessin préparatoire. Et à propos de Vincent, je voudrais juste présenter mes excuses parce que je partirai à 13h pile pour attraper un train parce qu'il y a le vernissage d'une exposition Vincent à Montpellier tout à l'heure. Alors on peut distinguer deux temps successifs dans les études féministes. Une première génération aurait été préoccupée par le genre dans la représentation, tandis qu'une seconde se serait attachée à débusquer le genre de la représentation. La première, qui a réussi à mettre en valeur les femmes en tant qu'artistes, était en effet surtout attentive à distinguer le féminin du masculin dans les processus de création des œuvres, de leur réception par des publics hétérogènes et enfin de leur appropriation par l'histoire de l'art. En revanche, la seconde génération a découvert ce qui pouvait rapprocher le féminin et le masculin, plus exactement comment ces deux pôles se conjuguent en tout lieu. Dans l'esprit de cette démarche, la marginalisation de Vincent se comprendrait comme une marginalisation, je veux dire que les historiens de l'art traditionnellement ont mis David au premier plan et ont mis Vincent, Regnault et tous les autres un peu au second plan. Se comprendrait comme une réaction à la place que son art accorde au sentiment, un motif de l'expérience humaine, et juste pour vous montrer qu'il accorde une place au sentiment, il a lui-même en 1801 peint le sujet de la mélancolie, sujet féminin si j'ose dire. La place que son art accorde au sentiment, un motif de l'expérience humaine connoté comme féminin par les contemporains, puis par les historiens du XXe siècle. Que les premiers aient préféré à ces rêveries sentimentales imaginaires viriles de David pour se confronter aux incertitudes du présent, les premiers, c'est-à-dire les contemporains de Vincent, est un fait historique, sanctionné par les positions des critiques. L'attitude des historiens, en revanche, est un aveuglement historiographique. Pour en témoigner, un tableau majeur, le jeune Pyrrhus à la cour de Glossias, exposé par Vincent au salon de 1791. On va revenir sur ce moment éventuellement. Vincent choisit d'illustrer un récit de Plutarque. Comment Pyrrhus, un héritier royal chassé de chez lui, l'enfant Pyrrhus, comment Pyrrhus, un héritier royal chassé de chez lui, était parvenu à attendrir un monarque voisin, pourtant décidé à lui refuser l'asile par crainte d'un ennemi de la famille de l'enfant. Réalisé peu après la terrible évocation par David de l'histoire de Brutus l'Ancien, le consul romain qui avait sacrifié son affection paternelle à son amour de la patrie, le tableau de Vincent ne pouvait se soustraire au contexte de l'art révolutionnaire. Le décor et les attitudes empruntent à Poussin et à David, leur rigueur sévère, mais le motif central, un plaidoyer en faveur de la sensibilité, est structuré en scène familiale et rappelle la puissance affective de l'enfance. Pour bien marquer le vacillement de la résistance de Glossias, Vincent donne à la femme un rôle de protectrice et de consolatrice, une inversion qui renforce l'effémination du roi sensible. Quand on sait que Vincent s'est inspiré d'une estampe anglaise d'après un tableau sur le même thème par Benjamin West, l'idée se confirme qu'il propose une expérience artistique déterminée par le genre. Car les estampes anglaises massivement importées en France durant les années 1780
s'adressait à une clientèle féminine, dont Marie-Antoinette, qui forma une collection aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France. Jusque dans la facture de Vincent, les couleurs étalées avec un pinceau gras et fluide, tout à l'opposé des fines couches posées par David avec un pinceau économe et nerveux, s'affirme une conception plus sensuelle de la peinture qui le distingue. Donc, l'enfant, l'abattement. Cette confrontation met en évidence la dimension politique du sentiment, implicitement perçu par Rousseau un demi-siècle plus tôt, qui se cristallise durant la Révolution en la figure implacable de Junius Brutus, qui, après Thermidor, incarne, pour les modérés, la figure du père dénaturé. Alors j'ai écrit un petit livre là-dessus en 1996, La mort de Brutus, autour d'un tableau du musée de la Révolution. Et je vous montre deux œuvres. La mort d'un père dénaturé, abandonné par ses enfants, donc un dessin de Greuze exposé au salon, qui est en quelque sorte le sort qu'aurait dû avoir Brutus, qui devient un père dénaturé, qui est considéré comme un père dénaturé après Thermidor. J'ai un chapitre de mon essai qui s'appelle « La neutralisation du mythe ». Et puis je vous montre un petit groupe, Brutus consolant son épouse, par Robert-Guillaume Dardenne, qui est un républicain, très actif sous la Révolution, et qui imagine que Brutus ne devient pas, il finit pas mal, au contraire, il reste une figure paternelle, un modèle de vertu, et c'est la femme qui encaisse. La femme devient folle, c'est totalement imaginaire. La femme de Brutus devient folle, elle voit en rêve les têtes coupées de ses deux fils. Donc c'est la femme qui assume la violence exigée par la patrie, et Brutus, le titre, c'est Brutus consolant son épouse. 1799. Brutus en tant qu'époux sensible et affectueux, tandis que sa femme est devenue folle. Et je terminerai sur cette phrase d'un critique en 1769, devant le dessin de Greuze: « Il est dommage que ce peintre fasse comme ça de mauvais rêves. » C'est la femme de Brutus qui fait des mauvais rêves. Donc voilà un peu livré en vrac et de façon, je dirais, postmoderniste, un petit peu décousue, cette critique donc de la lecture très moderniste on veut dire le renouveau des études du retour à l'antique à partir des années 60, 70, 80, à laquelle j'ai participé, où je dirais que ma génération a mis beaucoup trop en avant le héros David, et ce que je cherche, et ce que d'autres cherchent maintenant, c'est de remettre au premier plan cet art du sentiment et cette expérience du sentiment comme une facette majeure de la production je dirais, du dernier tiers, de la seconde moitié du XVIIe siècle. Ces dernières manifestations, on va dire, la folie dans le retour à l'antique, il y a eu une exposition autour de la figure de Pierre-Narcisse Guérin à Orléans. C'était pas l'été dernier, je crois que c'était l'été d'avant, qui traite de ce thème et où il y a des contributions, dont une contribution que j'ai faite s'inspirant de Michel Foucault sur les représentations de la folie dans les sujets antiques à la fin du XVIIIe siècle. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention. Et on va commencer par passer la parole à la salle s'il y a des questions. Je pense que c'est ce que vous avez dit
l'historienne de l'art, donc peut-être que je mélange un peu tout. Voilà. Mais est-ce que du coup on peut recouper ce que vous avez dit avec les catégories de peinture de genre, peinture d'histoire? Est-ce qu'il y a, par rapport à ça, est-ce que c'est en effet un déclin de la peinture d'histoire, ou alors est-ce que c'est de la peinture de genre qui s'immisce dans la peinture d'histoire? Est-ce que c'est... Enfin, voilà. Oui, non, effectivement, il y a des hybridations très importantes. Ça a été relevé comme un phénomène caractéristique, on va dire, de la seconde moitié du siècle. Alors, est-ce que c'est un affaiblissement? Oui. Je veux dire, c'est la figure de Greuze qui est emblématique, et ses difficultés avec l'académie, qui sont bien connues, où il tente d'entrer comme dans l'histoire en 69, et ça ne fonctionne pas, et donc il prend ses distances. Mais il y a aussi l'impact du public qui peut-être est plus sensible. On voit bien où les critiques disent il y a foule devant ce tableau. Donc il y a effectivement toutes sortes de transformations. Même si ce qui est intéressant, c'est que Diderot théorise cela, mais les textes de Diderot qui théorisent cela, bien que les idées de Diderot circulent dans les ateliers, les textes de Diderot ne sont édités qu'en 95. Et on peut dire qu'en 95, puisqu'il y a eu le phénomène révolutionnaire de dissolution de l'Académie, la réception est très facile, beaucoup plus facile qu'antérieurement. Et c'est là où la figure de David est intéressante, parce que par certains côtés, c'est-à-dire la revendication de David en faveur de la peinture à sujet antique, David retarde certains développements qu'on associe avec la modernité. Il n'adhère pas aux représentations de l'histoire nationale, aux représentations des événements contemporains, et il faut le contexte de la Révolution et puis toutes sortes d'accommodements, on le voit avec le serment du jeu de paume, pour qu'il change ses principes. Et à partir après la Révolution, après l'époque d'expérience politique, l'année en prison, il y a une refondation de la peinture chez lui qui inclut, on va dire, pour faire simple, le réalisme, qui inclut les scènes de cérémonies napoléoniennes, qui inclut toutes sortes de choses. Mais voilà, ce sont des transformations. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure la peinture d'histoire n'était pas depuis toujours une illusion académique, un artifice académique. C'est vrai qu'il y a des enjeux de statut social des artistes, il y a toutes sortes d'enjeux, mais et puis il y a un certain consensus parmi les élites pour considérer cet art-là comme supérieur. Et il y a des mises en scène, des tableaux, salons, etc. Mais c'est vrai que c'est un moment de transformation. Oui, je voudrais revenir sur le père dénaturé et Brutus concevant sa femme. Parce que ça recoupe d'une manière très forte la tension révolutionnaire qui habite la Révolution entre sentiment d'humanité naturelle et sentiment d'humanité politique. Et de savoir s'il faut obéir à son sentiment d'humanité naturelle en Révolution et du coup être habité par la pitié, la clémence, tous ces sentiments qui ont été évoqués, ou s'il faut sacrifier ces sentiments qui font du bien, la jouissance de faire le bien évoquée, qui va être prise telle que par Ségès, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'expression jouissance de faire le bien. Ça va être beaucoup plus à la con. Dans quel texte? Dans les textes sur le sentiment du moi. Et donc, cette situation fait que pour les révolutionnaires,
il y a ce que moi j'ai appelé, dans un groupe de travail qui travaille sur les constructions d'intolérables, un conflit d'intolérable. C'est-à-dire que l'intolérable de ce qui fait violence à ce sentiment d'humanité naturelle, et il y a l'intolérable de ce qui fait violence au sentiment d'humanité politique, en tant que l'humanité politique serait constituée par la défense du droit naturel qui protégerait l'ensemble de l'humanité, et que ceux qui ne respectent pas le droit naturel, dans une certaine mesure, sortent de la cité, et qu'il faut faire l'effort de ne plus les considérer comme concitoyens pour pouvoir effectivement les juger. Voilà, les juger, les exclure, les anéantir, tout ce que c'est nécessaire. Et que quand ça se rapproche, qui est la question de l'amitié et du sentiment filial et même de la famille, alors il y a quelque chose de l'intolérable, du conflit intolérable qui s'exacerbe. Donc c'est une question qui est récurrente. Est-ce qu'il y a une chronologie ou une résolution? Enfin, est-ce qu'il y a des... Alors, une résolution, il ne faut pas qu'il y ait de résolution. L'idée, pas vraiment, parce que dans ces cas-là, il n'aurait pas fallu la charrette des 102 robespierristes. Si on tue 102 robespierristes, c'est qu'on estime nécessaire de tuer l'ennemi de la même manière. Il y a quelque chose de mimétique qui se renverse. Donc je ne pense pas que ça se résolve, mais en tout cas, dans le tableau de 99, enfin pas le tableau, là, le sujet, il me semble qu'il y a l'idée qu'on peut à la fois faire tenir ensemble, justement, à ce moment-là, l'un et l'autre, parce qu'il y a à la fois dans le sentiment d'humanité politique à l'égard de ses fils morts, et en tout cas dans l'action événementielle de ses fils morts, et dans le sentiment d'humanité naturelle à l'égard de sa femme. Et que cette scène-là, en fait, souhaite dire qu'il y a la possibilité, dans l'après-coup, de réconcilier. Et donc on est du côté de l'après-coup, de l'événement du sentiment d'humanité politique. Oui, non, et du coup, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas juste l'inverse de celui-là. Qui est qu'est-ce qui se passe après, comment on refonde après la violence faite par le sentiment d'humanité politique sur le sentiment d'humanité naturelle. Et il me semble que cette scène-là, de tentative d'élaboration, etc., c'est celle qui est reprise aussi par Victor Hugo dans 1793. Entre Simondin et Gauvin, et il y a quelque chose où Gauvin était dans le sentiment d'humanité naturelle, Simondin doit faire l'effort du sentiment d'humanité politique, mais s'il y a un après-coup possible pour Victor Hugo, c'est dans la possibilité de réconcilier. Non, mais c'est d'autant plus éclairant que, d'une part, Dardel était un sectionnaire très actif, et je pense, enfin, par les sujets qu'il traite, très fidèle à la République,